Bonjour François Duquesnoy, je te reçois dans le cadre du salon virtuel aujourd'hui. Tu nous fais l'honneur de ta présence. Donc toi, tu es un auteur aussi chez Hello Édition. Donc je voudrais, alors aujourd'hui, parle-nous de tes ouvrages au départ. Qui est François Duquesnoy? Voilà, présente-toi François et explique-nous déjà, voilà, qui es-tu? Voilà, d'où viens-tu? Voilà, Alors, nous t'écoutons. je viens du nord de la France, j'ai une quarantaine d'années. J'ai longtemps été prof d'anglais et puis j'ai dû m'arrêter dans cette activité-là. Je suis passé à un rêve de gosse, la littérature. J'ai voulu euh, voir si j'étais capable d'écrire un roman. En le faisant, je me suis rendu compte non seulement que j'étais capable de le faire, mais que j'y prenais probablement encore plus de plaisir que ce à quoi je m'attendais au départ. Donc, je- j'écris j'écris beaucoup, c'est mon activité principale. Alors, pour dire tes deux ouvrages, dos au mur, hors cadre. Mhm. On est d'accord? Alors, On est, explique-nous, je dirais, entre les deux, comment dire, je pense que tu as un fil conducteur entre les deux, tu vois ce que je veux dire? Moi, pour avoir un petit peu m'y être intéressé de plus près, justement, j'ai fait une vidéo à ce sujet. Tu nous parles un petit peu de ce semblant d'égalité des chances dans un pays comme la France. Exactement, et même plus loin que là, dans une société qui est complètement mondialisée, il y a énormément de caractéristiques qui sont valables dans un pays comme la France et qu'on va retrouver dans les autres grands pays industrialisés. Et là où Du je coup, voulais en venir aussi, c'est est-ce que ton expérience de prof d'anglais, donc est-ce que c'est ça qui, comment dire, ton histoire finalement, est-ce que tu as eu des élèves, comment dire, peut-être dans ces situations-là, ou qui t'ont inspiré de par leur situation, puisque tu sais aujourd'hui, ce que je veux en venir, c'est, tu vois commencer aujourd'hui le rôle de professeur ou d'instituteur c'est devenu un métier à risque. Tu comprends ce que je veux dire? Et finalement, le prof, il est témoin de l'élève, il est témoin de cette dureté de la vie, où on veut nous vendre l'égalité des chances quand elle n'existe absolument pas. Tu comprends ce que je veux te dire? Et toi, en tant que professeur, est-ce que tu as été témoin de ce que tu nous racontes dans le livre? alors de ce que je raconte dans le livre, directement, euh, pas vraiment, puisque c'est une fiction, mais évidemment, j'ai rencontré dans mon parcours d'enseignant des enfants qui étaient nés dans des situations extrêmement délicates et qui avaient absolument besoin de l'aide de personnes fiables comme des profs ou d'autres personnes autour d'eux pour avoir une chance de tirer leur épingle du jeu et ne pas être plaqué au sol par une société qui ne cherche pas spécialement à les aider. Donc le parallèle est là en fait. Évidemment, enfin, quand on est enseignant, on peut être dans n'importe quel établissement, on finira toujours par croiser des enfants qui ont des parcours vraiment difficiles, qui nous touchent et qu'on a envie d'aider. Je pense que c'est Voilà. impossible Donc, de l'enseigner et de faire autrement. voilà, c'est ce que je veux dire aussi, c'est que c'est aussi ce parcours d'enseignant qui, quelque part, même si c'est une fiction, j'ai l'impression que tu nous livres quand même des petites bribes de choses un petit peu vécues. Enfin, vécues où tu aurais pu, tu vois, un constat accablant, tu vois. Tes deux livres, pour moi, c'est deux constats accablants que tu nous as livrés avant ce qui arrive aujourd'hui. C'est ce que j'ai dit quand je t'ai découvert il y a plus d'un an. Et maintenant, j'ai l'impression que ton livre, je me suis dit, mais c'est fou. Parce que tu nous livres à des moments de ton livre presque des choses d'actualité hein, de 2023. Tu vois,
c'est un petit peu, c'est comme j'expliquais dans la vidéo. C'est c'est pas de la politique que je veux faire du tout, mais c'est un constat qu'on a tous, c'est que il y a beaucoup d'amalgames et le constat que je veux arriver à dire et à sortir aujourd'hui, c'est de dire comment on a pu en arriver là en cloîtrant des gens qui ont aidé à reconstruire un pays après-guerre et en éduquant leurs enfants sans respect. Malheureusement, c'est le constat accablant qu'il faut faire de la France aujourd'hui. C'est malheureux à dire. C'est malheureux, je fais pas de politique, c'est juste un constat historique que je fais. C'est que la France ne s'est pas occupée des gens qui sont occupés de leur pays après-guerre. Du coup, c'est la France elle-même, c'est notre société qui a créé la haine et qui a créé ce désordre entre Français, parce que ça ne veut rien dire. On est je le redis encore une fois et j'espère, je pense comme monsieur aussi, il y a un monsieur qui s'appelle Thomas Pesquet qui a dit quelque chose il n'y a pas très longtemps que en haut de la terre il n'y avait pas de frontières, on est tous dans le même bateau et je pense que foncièrement au fond dans ton ouvrage tu nous livres un petit peu aussi des constats de société, une fiction certes, mais cette fiction là je pense que comment dire dans la France et dans le monde elle a déjà dû arriver, tu vois ce que je veux dire? Ouais, je suis. En fait, ce que je cherche à faire en écrivant, c'est produire une histoire intéressante dont on a envie de tourner les pages, quelque chose d'assez divertissant, mais tout en abordant des sujets sensibles comme ceux que tu viens de citer, et d'autres sujets sensibles dans mon premier roman, Hors cadre, où je ne développe pas les mêmes thèmes à l'infini. Je, alors, je reviens sur ta première question où tu me demandais s'il y avait un fil conducteur entre mes deux premiers romans. Il y a un fil conducteur entre ces deux-là et même qui partage avec ceux qui ne sont pas encore publiés. Euh, c'est l'engagement en fait de certains des personnages pour essayer de faire changer les choses. Donc, je pense que ça peut faire de moi un utopiste, quelqu'un qui voudrait véritablement essayer de faire changer les choses pour le mieux. Euh, Si c'est la seule insulte qu'on a envie de m'adresser à l'issue de la lecture de mon travail, je l'accepte de bon gré. Est-ce qu'aujourd'hui, alors juste, est-ce que tu peux juste nous dire, juste tu vois, un petit résumé des deux en quelques secondes de Hors cadre et aussi de ton autre livre. Les deux, tu commences, je veux dire, juste que tu nous expliques un petit peu le premier, le second, les deux livres, voilà, grosso modo l'histoire, manière qu'on comprenne un petit peu. Ensuite, voilà, je te laisse la parole alors. Je t'écoute. Alors, je vais répondre dans l'ordre chronologique. Euh, Hors cadre, mon premier roman, il est construit comme un roman policier avec un personnage principal qui travaille dans le multimédia, dans la vidéo. Il est cadreur. Il bouge beaucoup, il voit du pays, il rencontre des gens qui font des choses très différentes. Euh, et il se passe des choses un peu inquiétantes. Et bon, il y a une enquête qui va démarrer, il y a un policier qui va finir par intervenir, mais pas forcément de la même manière que dans un roman Est-ce qu'il y a un policier. fait de société comme dans le premier, comme dans l'autre livre? Voilà, c'est ça que moi je veux en venir dans quel sujet tu abordes finalement parce que je te sens un auteur un petit peu, tu vois, à travers je trouve c'est subtil ce que tu nous fais, j'aime bien le j'ai l'impression moi dans tes deux livres que tu nous livres un petit peu enfin, dénoncer non mais ouais ici enfin, dénoncer des petits problèmes de société à travers une fiction. J'ai l'impression que c'est un petit peu, c'est, tu vois, subtil, mais c'est quand même, voilà, on a une émotion quand même, dans, tu vois, voilà. Est-ce que c'est ça aujourd'hui? Euh, Ça va même un petit peu plus loin que ça, parce que ce que j'essaie de faire, c'est pas tant de parler des problèmes euh, que de mettre le projecteur sur des gens qui proposent des solutions. Euh, donc, dans mon premier roman, on va suivre par exemple des militants écolos.
On va parler du problème un petit peu, histoire de mettre tout le monde d'accord sur ce dont on est en train de parler. Mais le constat, tout le monde le connaît, enfin, tout le monde a lu la presse, tout le monde connaît l'existence des rapports du GIEC, à part peut-être les gens qui devraient les lire puisqu'ils prennent les décisions, mais tout le monde sait que ça existe. C'est pas forcément la peine que je remette les chiffres dans mon travail. Ce qui m'intéresse, c'est de voir qu'il y a des gens qui réfléchissent à des solutions et essaient de les mettre en œuvre. Ça ne veut pas dire qu'ils ont raison sur tout, ça ne veut pas dire qu'ils ont obligé d'accord avec eux, mais en tout cas, ce qui est important, c'est qu'on puisse ensemble avoir un regard là-dessus, se poser la question et retirer ce qui nous paraît bénéfique des comportements de mes personnages de fiction, oui, d'accord, mais qui sont établis sur la base de réalités qui peuvent exister. Je peux prendre des éléments chez plusieurs individus, les rassembler dans un seul personnage de roman. C'est pas quelque chose qui... Oui, voilà, c'est ça que je veux dire aussi aux gens qui vont nous regarder, et c'est ça que j'aime bien dans tes livres. C'est finalement, tu traites des sujets de société, mais par la solution plutôt que par le problème. Effectivement. Tu vas pas nous redéblatérer que pendant tout un livre que le problème il existe sans nous fournir des solutions. Tu n'es pas le gouvernement français aujourd'hui. Tu ne nous rabâches pas les problèmes sans trouver de solution. On est d'accord? On est d'accord, c'est pas le but de bon. Une autre question. Si demain on est arrêté par la police parce qu'aujourd'hui on a critiqué, j'ai critiqué, est-ce que tu me défendras? Par rapport à ce qu'on vient de dire là, je doute que tu puisses être arrêté. Mais à partir du moment où je suis d'accord avec toi sur le fond et que tu as un problème, évidemment, je fais ce que je peux. Non, mais bon, finalement, on a tourné. Enfin, voilà, on est obligé à un moment donné comment dire. Moi, ce que j'aime surtout, François, c'est que tu as une personnalité plutôt discrète et tu nous écris des livres subtils. Donc, avec ta personnalité, tout en nous mettant en avant, ben, à la tête, en fait, quand on le lit, ben ouais, oui, ça existe, c'est comme ça. Mais ce que j'aime aussi, c'est, voilà, tu proposes quelque part des solutions aussi, des petits. Malheureusement, voilà, on le sait, voilà, et on le sait. Il y a tellement de problèmes dans ce monde et que toi, tu nous livres des solutions et c'est ça que j'apprécie et que j'ai envie de dire aux gens, ben, écoutez, lisez ces deux ouvrages et vous direz, ah ben oui, il en existe, voilà. Mais en tout cas, voilà, je voudrais dire, François Duquesnoy, voilà, il nous livre un vécu, on sent qu'il y a du vécu, qu'il y a quand même... t'as peut-être pas vécu les histoires, c'est de la fiction, mais voilà, comme tu nous l'as expliqué tout à l'heure, tu peux pas livrer, et c'est ça que je veux expliquer, tu peux pas livrer les problèmes de la société page par page, parce que ça, entre nous, excuse-moi, ça va être d'employer ce mot, mais c'est chiant. Si on achète un livre pour aller lire les problèmes de la société qu'on vit tous les jours, ça ne sert à rien. Aujourd'hui, ce que j'aime aussi, c'est que tu nous as livré les problèmes de la société avec une fiction, mais surtout avec un récit intéressant pour qu'on ait envie d'aller voir la suite. Si j'ai bien résumé. Oui, avec un ingrédient important qu'on n'a pas encore pris le temps de mentionner, mais c'est quand même l'humour. Voilà. Dans tous les bouquins, on va trouver de l'humour. Alors, il n'y a pas forcément 50 occasions de rire franchement par page. On n'est pas sur cette densité-là. Je ne cherche pas à faire de la comédie pure. Mais l'humour, pour moi, c'est quelque chose de très important. C'est quelque chose de salvateur. Oui, voilà, tout à fait. C'est bien, voilà. Et il y a ça aussi. Alors, tu as un passage comme ça de tête que tu pourrais nous raconter en quelques secondes, un petit peu humour, qu'on sache un petit peu à quoi s'attendre. Ben, pas grand-chose, mais voilà. Tu peux nous livrer un petit avant-goût de ça? Ou une scène cocasse, ou quelque chose qui se passe dans ton livre qui pourrait...
Sans spoiler, bien sûr. Alors, le problème, c'est que dans ma manière de faire de l'humour, il y a beaucoup de jeux avec le lecteur où je l'emmène à se construire une représentation de la situation en ne disant pas tout. Et au moment où il va découvrir que je l'ai mené par le bout du nez, euh, en général, il va y avoir un effet amusant qui va accompagner ça. Si je te donne un exemple précis, ça veut dire que je vais brûler un effet dans ma narration. Je ne sais pas si tu D'accord, vois. oui, non, mais je comprends, mais voilà. Tu nous as expliqué cette façon, voilà, c'est toujours subtil, c'est ce que je veux dire aussi. Tu n'es, voilà, tu as une façon d'écrire. Moi, je trouve que, voilà, moi, j'apprécie beaucoup ce que tu écris. J'apprécie beaucoup surtout les sujets. Bah, moi, je suis pas un grand lecteur à la base, hein, mais j'aime vraiment les livres qui traitent de quelque chose enfin, tu vois, d'un sujet réaliste, souvent, ou d'un sujet réel. Ça m'arrive de lire des histoires fantastiques, fantasy, etc. Mais c'est vrai que je suis plus attiré vers, tu vois, ces ouvrages comme toi, tu peux nous les faire, où on a réfléchi, mais on peut un peu s'identifier finalement, tu vois, parce que chaque être humain est différent et a vécu des situations différentes, et finalement, toi, ce que tu nous livres, la personne qui va le lire, elle va peut-être une fois dans sa vie l'avoir déjà vécu ou le vivre plus tard, tu vois, sur des petits moments, des petits passages de ton livre. Voilà, je trouve très intéressant comment tu nous livres les choses. Voilà, Alors, c'est ce que je voudrais dire. pour illustrer ce que tu viens de dire, j'étais récemment sur un salon où j'ai rencontré un lecteur qui avait emprunté mon deuxième texte de haut mur dans une bibliothèque et qui est venu m'expliquer qu'en tant qu'éducateur spécialisé, il avait apprécié mon travail et il s'en était servi à plusieurs reprises dans le cadre des activités qu'il fait avec les jeunes qui l'accompagnent. Donc je pense que si des professionnels ils voient une matière à travailler avec leurs jeunes, ça veut dire qu'effectivement, euh, bien que ce soit de la fiction, on ne tombe pas forcément trop loin de la réalité avec ce que j'écris. Très bien. Bon, François Duquesnoy, professeur d'anglais, il était comment en classe? Il était euh, énergique, ce qui n'est plus aujourd'hui, mais on ne reviendra pas là-dessus. Il était drôle. Il voulait que ses élèves aient envie de venir en cours, pas forcément pour apprendre la langue anglaise au début, mais au moins que l'ambiance du cours donne envie d'y venir. Et à partir de là, on avait de quoi travailler Non, parce pour que je voudrais souligner quelque chose de plus. On est dans un pays, bon, j'ai l'impression qu'on a des profs d'anglais, mais vu le niveau de nos élèves et nos accents, on n'a pas être terrible, non? euh, C'est quoi aujourd'hui la parfois, difficulté d'être professeur, qui était professeur, qui était professeur? Bon, je veux pas rentrer dans ta vie personnelle, mais aujourd'hui, toi, en tant qu'ancien professeur, même t'es toujours, ce que je veux dire, voilà, je veux juste, voilà, en dehors des livres, etc. C'est quoi la difficulté? C'est un sujet de société aujourd'hui et je pense qu'il n'y a qu'un professeur qui... On en voit tout le monde parle à la télé, mais on a rarement donné la parole à un prof. Et moi aujourd'hui, j'aimerais juste... Tu comprends ce que je veux dire? Aujourd'hui, c'est quoi? Voilà, la question, c'est très simple. Moi, j'ai une fille de 8 ans, d'accord? C'est quoi aujourd'hui? Je ne connais pas le métier de prof finalement. J'ai que des écrits dans les cahiers et on est parents, on passe notre temps à critiquer le professeur, c'est tout. Alors aujourd'hui, non. Aujourd'hui, j'aimerais juste savoir un truc. C'est quoi un professeur aujourd'hui et la difficulté d'enseigner dans notre monde aujourd'hui? Tu as peut-être vécu, est-ce que tu as vécu, alors je pose beaucoup de questions. La première, c'est, est-ce que tu as vécu la transition entre un moment où tu as aimé ton métier et le moment où, puis, tu vois, où c'était plus dur? Tu as vécu cette transition-là, non, j'ai quitté mon métier à regret à cause de problèmes de santé, en fait. Donc d'accord? j'étais encore comme un poisson dans l'eau en classe Ouais. au moment où j'étais enseignant. Euh, il y a
des éléments dans le métier comme certaines obligations administratives, par exemple, qui sont nettement moins intéressantes que le fait d'enseigner en lui-même. Mais bon, ça fait partie du boulot, il faut le faire et c'est comme ça, c'est comme dans n'importe quel. Bien sûr. Mais c'est quoi? Est-ce que toi, voilà, moi ce que je veux dire aujourd'hui, je pense que tu comprends les problèmes des professeurs aujourd'hui, je pense que tu le comprends, toi, même si tu aimais ton métier. Tu vois, aujourd'hui, ce que je t'ai dit tout à l'heure, on en verrait même à dire, professeur, c'est un métier à risque, alors que non. Normalement, tu es de l'éducation nationale, on doit transmettre, tu es le, comment dire, tu fais partie de la formation de notre. Euh, Tu comprends ce que je veux t'expliquer? Qu'est-ce qu'aujourd'hui, voilà, pourquoi c'est dur aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est ce phénomène d'enfant roi qui a eu une quinzaine d'années où on a dit aux enfants qu'ils avaient toujours raison et les professeurs ont tort, qu'on a inversé les rôles, j'ai l'impression. Dans les années 50, ben, un professeur, il donnait une gifle. Les parents, ils demandaient pourquoi. Aujourd'hui, ils portent plainte et le professeur est terminé en cabane. Donc, c'est ça que je veux savoir aujourd'hui. Est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qui se passe? euh, pour moi, ça, c'est pas le principal problème parce que l'enseignant a une relation avec ses élèves et s'il n'est pas satisfait de la manière de se comporter dans des élèves qu'il a face à lui, il est parfaitement à même de le lui faire savoir et de lui demander de corriger ça en fonction de l'endroit où il se trouve. Euh, Effectivement, si la manière de faire, c'est d'abord je me fâche après l'élève et ensuite je réfléchis, ça ne va pas forcément bien tourner. Euh, si de toute façon on est dans la bienveillance, on a beaucoup plus de chances de faire entendre le message. Donc pour moi, la principale difficulté vient pas forcément de là, euh, mais ça vient des conditions dans lesquelles le métier est exercé bien souvent. Euh, C'est-à-dire que, pour reprendre mon petit cas personnel et particulier, j'enseignais l'anglais en collège. Si tu regardes les programmes du collège en anglais, ils sont bien faits. Euh, le prof, en gros, fabrique lui-même son manuel scolaire chaque année avec des documents authentiques. Donc, il a une grande liberté de manœuvre. Euh, Par contre, là où ça peut devenir problématique, c'est que les programmes de jusqu'au collège, on doit mettre l'accent sur l'oral, et c'est une excellente chose. Avant d'apprendre à lire le français, tu as appris à parler le français. Donc Voilà. c'est assez logique de reproduire un petit peu le même schéma quand on essaie d'apprendre une langue étrangère. Le problème, c'est de faire de l'oral quand tu as 32 élèves dans une classe pendant 55 minutes. Je te laisse calculer le temps de parole que tu peux accorder à chaque enfant. Ensuite, on se demandera si les budgets de l'éducation nationale sont vraiment suffisants. J'ai l'impression que ce problème-là de classe et de nombre d'élèves, en fait, c'est un problème, mais pas que de presque toutes les générations. Tu vois ce que je veux Oui, dire? mon père, qui est né dans les années 50, quand il allait à l'école primaire, il allait à l'école des garçons, il me racontait, ils étaient 40 ou 50 dans la classe et il n'y avait pas un bruit. Et ceux qui avaient quelque chose à retirer de l'enseignement primaire retiraient ce qu'ils avaient à en retirer sans trop de problème. Aujourd'hui, c'est vrai que, comme tu disais tout à l'heure, la société a quand même pas mal évolué et puis il y a toujours des gens qui ont des comportements qui ne sont pas forcément conformes à ce qu'on attendrait à l'intérieur d'une salle de classe et il faut les gérer. Et l'école n'a plus forcément le rôle super important dans l'inconscient de la majorité des gens qu'elle pouvait avoir dans les années 50 ou avant. Donc, il est évident que les enfants sont peut-être un petit peu plus difficiles à canaliser avec des guillemets, même si on n'est pas forcément là pour les canaliser normalement. Enfin, toujours est-il que si tu mets 10 gamins difficiles dans une classe et 5 gamins qui se comportent bien, tu as un ensemble de 10 personnes
difficiles à gérer et de 5 qui sont plus faciles, mais tu as une classe de 15. Si tu mets les mêmes D'accord, oui. gamins difficiles et que tu les dilues dans 22 autres, forcément, la tâche est beaucoup plus compliquée. Oui, voilà, cette difficulté dans l'enseignement en général, c'est voilà, en fait, c'est devenu ingérable à cause de tout, peut-être Non, aussi un non, problème de budget. non, c'est pas du tout ingérable. Enfin, quand, quand j'étais encore enseignant, je ne passais pas mes journées à essayer d'enseigner. Je passais mes journées à enseigner. D'accord. Tout simplement, il faut de l'expérience pour en arriver là. Il faut certainement aussi une réputation dans ton établissement. Ça s'établit très très vite, mais une fois que les gamins savent que tu t'intéresses à eux et que tu es là pour essayer de les aider et pas autre chose, c'est beaucoup plus... excuse-moi, je suis perturbé par la sonnerie du téléphone fixe. Pas de problème, François, vas-y. J'ai perdu le début de ma phrase. Désolé. Non, tu Enfin, disais qu'il te fallait une réputation dans ton établissement aussi pour que tu dises que les élèves sachent que tu t'intéresses à eux. oui, et que tu es quelqu'un de juste dans ta manière de gérer les choses. Euh, c'est c'est un ensemble de facteurs qui, se, qui donnent des conditions d'enseignement pour le prof et d'apprentissage pour les enfants qui est super important. Et, euh, et ce que j'ai pu remarquer dans ma carrière, quand j'ai changé d'établissement à plusieurs reprises, c'est qu'au début, les gamins te testent, mais rapidement, une fois qu'on sait que, en fait, avec lui, ça se passe bien, il est sympa, il est drôle. Par contre, si on commence à sortir du cadre, il va changer de ton, donc c'est pas forcément la peine de l'embêter. Voilà, une fois que tu as ce genre de réputation-là, enseigner devient facile, en fait. Tout à fait. Je comprends ce que tu veux dire. Voilà, c'est ça. Écoute, François, je te remercie infiniment pour nous avoir accordé cette interview. Alors, Merci merci beaucoup. Et de m'avoir. j'espère, voilà, découvrez ces ouvrages, les amis, parce que vraiment, vraiment, et on est tous pareils, on s'intéresse à tous ces sujets de société. Donc, je vais vous laisser les liens. Vous m'écrivez, vous pouvez écrire à François aussi si vous voulez discuter, mais je pense qu'on fera dans le mois ou quoi, moi ce que j'aimerais aussi faire avec toi François, c'est des petits débats, tu sais, des petits débats sur des sujets précis, parce qu'on a tous des choses à dire sans faire de politique, mais tu vois, qu'on puisse entre nous, tu vois, à 5 ou 6, un débat intelligent, de dire voilà, moi je suis prof, je suis ça, je suis écrivain, je suis auteur, moi j'écris, c'est ça qu'il faut qu'on, voilà, transmettre un message entre nous aussi, voilà. Mais je te recontacterai François, d'accord? Super, Je te avec remercie plaisir. encore une fois et passe une bonne journée à toi et merci de m'avoir accordé cette interview. Merci de donner de la